Sans plus attendre, un petit disclaimer déjà, merci Occlusif de m'avoir un peu invité pour vous parler de Bug Bounty. Et par avant, je m'excuse un peu de la présentation parce qu'elle sera pas du tout académique, j'aime pas trop les présentations académiques. Et on va essayer donc de parler un peu Bug Bounty en enlevant un peu le bullshit et en essayant un peu d'avoir un point de vue critique aussi bien positif comme négatif sur la question. Et normalement, on devrait aussi avoir quelques messages subliminaux ou quelques doubles sens. Si vous les avez, c'est bien, sinon c'est pas grave. Rapidement, ça va être assez dense. On va demander un peu à Martine de s'introduire, du coup de se présenter. Demander un peu de parler de ce qu'est un peu les bug bounty. Est-ce qu'elle a une espèce un peu de top 10 à la façon OWASP. Une fois que ça va être fait, une espèce un peu de rétex sur les quelques années de bug bounty ici en France et un peu qu'on regarde aussi à l'étranger ce qui se fait et éventuellement quelques tips et des issues éventuellement si on a, et puis demander un peu à Martine de partir parce qu'il faut un peu qu'elle laisse la place aux autres. Rapidement, le jour, je travaille chez Sopra, donc je m'amuse un peu sur différents types de techno assez particulières que nos clients nous envoient ou que certaines personnes viennent nous demander est-ce que vous pouvez tester ça. Donc c'est moi la plupart du temps qui m'y colle. Et la nuit, quand il me reste un peu de temps, j'essaie un peu de faire du bug bounty et d'autres choses. J'adore le Python, j'écris presque tous mes exploits ou même des choses pour faire le café en Python. Du CTF aussi, il m'est arrivé d'en faire avant, j'en fais maintenant beaucoup moins avec mon équipe qui s'appelle Expresso pour ceux qui connaissent. Trois autres trucs. Apparemment le troll en France deviendrait une discipline. Je pense que je commence un peu à faire mes armes à l'intérieur. Et il y a 4 ans de ça maintenant, en tout cas un truc, j'ai créé le BraceCTF avec deux autres amis qui permet un peu, on va dire, de vulgariser la cybersécurité en France. Donc c'est ce qu'on appelle un peu un capture de flag et qui se déroule en Bretagne. Et un autre aspect, en tout cas, qui est non dissociable de ma personne, c'est que je suis très engagé sur pas mal de choses, aussi bien en Bretagne que sur le territoire national, on va dire plus côté associatif, comme un peu des pèlerinages ou avec le scoutisme ou autre chose. Bref, ceci étant, qui a déjà entendu parler de Bug Bounty dans la salle? Parfait. Bon je pense que je vous apprendrai rien alors. Ça date un peu, on va dire, de la semaine dernière. Donc, vous savez, il y a Facebook un peu qui a dit qu'il y a à peu près 50 millions de comptes qui ont été en fait piratés et finalement ils sont revenus un peu en disant que ce serait plus ou moins du 29 millions. Si on sait que Facebook a vraiment en interne un programme de bug bounty assez mature et on se rend compte en fait qu'il y a toujours des vulnérabilités. Tout ça pour dire que le bug bounty, si on a fait un peu un espèce de parallèle, vous savez, un peu dans les années 30, il y avait un peu le fameux shérif attrape-moi si tu peux, un peu en forme de récompense. Donc on demandait aux personnes de ramener vraiment les fugitifs, soit vivants ou morts. Et en fonction de ce qu'il y avait à faire, donc là, le bug bounty pourrait un peu s'apparenter comme une espèce de chasse à la vulnérabilité. On va demander un peu à des personnes, donc à des chercheurs en cybersécurité ou à des hackers, on les appellera un peu comme bon nous semble, de trouver un peu des vulnérabilités en fonction de la vulnérabilité. Donc ils vont être rémunérés là-dessus. Et certains voient un peu le bug bounty comme une espèce de moyen assez très peu cher pour faire de la sécu. Ça, on y reviendra, on verra que c'est absolument pas c'est absolument pas le cas. J'avais prévu de faire un espèce de walkthrough, mais c'est tellement vaste qu'il faut savoir quand même que les premiers un peu prémices du bug bounty remontent à 94 et les premiers à faire du bug bounty c'était Netscape. En fait, vraiment sur le moteur du coup sur le navigateur, ils se sont dit écoutez, on va éventuellement récompenser un peu les personnes qui nous remonteraient des failles de sécurité sur le navigateur. Et depuis 94 jusqu'à vraiment ces dernières années, il y a eu pas mal de personnes qui sont passées par là, dont la fondation après Mozilla. Il y a eu aussi un contest assez important en 2007 qui est le fameux Pound to Own, qui est un peu l'équivalent, on va dire, des personnes, en tout cas des équipes de sécurité, travaillent pendant toute l'année, pendant parfois même 2 années, sur vraiment tous nos navigateurs qu'on utilise aujourd'hui. Et lors de ce contest-là, soumettent un peu les vulnérabilités. Et puis après, il y a vraiment une espèce de phase qui s'est déroulée entre 2010, 2011, 2012, qu'on appelle un peu les GAFA, que tout le monde connaît ici, et donc Google, Amazon, Facebook, Apple, entre autres, qui ont vraiment mis en place leur propre, on va dire, programme de bug bounty, vraiment de reward, en interne, donc en incitant un peu les chercheurs à trouver des vulnérabilités, donc vraiment en travaillant en très bonne intelligence avec eux. Et puis après ça, il y a eu un peu, on va dire, l'émergence de nouvelles plateformes, ici bien en Europe qu'à l'étranger, type HackerOne, type Bounty Factory, type Yogosha, type et des biens, et j'en passe aussi. Et
dans la même mesure aussi, ça date maintenant de 2-3 ans aux États-Unis. Donc il y a vraiment le DoD, donc le Department of Defense, et un peu le Pentagone qui ont un peu ouvert leur programme de bug bounty. C'est assez drôle, mais dans la mesure où je pense pour être invité là-dessus, il faut déjà être américain, résider sur le territoire, il y a pas mal de choses. Mais on se rend compte que vraiment les mentalités commencent à énormément évoluer, en tout cas outre-mer, et qu'ici en France, bah, c'est juste impossible que demain, je sais pas, le ministère de l'Intérieur ou d'autres ministères se disent, bah écoutez, on va ouvrir un peu notre programme de bug bounty. Voilà. Donc, je pense qu'on faudra encore attendre un tout petit peu. Donc rapidement, pour les entreprises, je ne sais pas éventuellement si certains d'entre vous voudraient ouvrir leur programme de bug bounty. Il y a la première partie que j'ai mis un peu entre guillemets, mais qui est hyper importante et que beaucoup, mais vraiment oublié. Éventuellement, on pourra en rediscuter tout à l'heure. C'est vraiment de pentester un peu la moindre des choses, un peu votre scope quoi, avant d'ouvrir un bug bounty, sinon vous allez vous faire défoncer. La deuxième chose, c'est vraiment le définir le périmètre, qui est très important. Si vous ne définissez pas votre périmètre, comment savoir en fait ce que les chercheurs vont chercher, enfin, là je viens de faire une tautologie, ce que les chercheurs un peu vont se mettre à vous remonter comme vulnérabilité, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est assez important vraiment cette partie-là. Après ça, il y a un peu éventuellement, soit vous passez par une plateforme, ce qu'on appelle un peu une espèce de tripartite, ou soit vous avez en interne totalement la maturité, donc pour gérer votre programme vous-même et ne pas passer par une plateforme. Donc ça veut dire que vous allez, donc vous connaissez éventuellement déjà des chercheurs, déjà des personnes qui font un tout petit peu ça, donc vous allez un peu les voir, hey, tu veux pas venir un peu qu'on travaille en bonne intelligence. C'est une des choses à faire, et une fois que ça s'est fait, la troisième chose en tout cas, enfin quatrième là entre autres, si on prend en compte que définir le scope c'est la première chose, la troisième ce serait un peu de définir est-ce que votre programme doit être en mode privé ou en mode public. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est très important. Ouvrir un programme en mode public, c'est pas du tout la même chose qu'ouvrir un programme en mode privé. Pour la simple raison que lorsque vous l'ouvrez en public, vous avez plein de personnes, en tout cas plein de chercheurs qui se sont inscrits sur cette plateforme, peu importe la plateforme que vous aurez cherché, vous ne maîtrisez pas forcément toutes ces personnes-là, vous ne maîtrisez pas non plus un peu le flux, on va dire, de vulnérabilité que vous allez recevoir, et donc ça risque de faire beaucoup, et même parfois un peu, vous-même vous allez vous retrouver, en tout cas vos équipes qui managent le programme vont vraiment se retrouver sous l'eau. Et donc la plupart du temps, en fait, en tout cas, il est fortement préconisé de commencer en privé. Donc là, vous avez un peu le temps de voir comment le programme évolue, quelles sont un peu les différentes vulnérabilités qui vous sont remontées avant, éventuellement, quand vous avez vraiment une espèce, on va dire, de stabilité. Donc là, pour le coup, commencer à l'ouvrir à pas mal d'autres personnes. Et une des choses assez importantes, je pense que en tant que chercheur, et puis d'autres aussi, on va dire, fonctionnent vraiment de cette manière-là. La première chose, en fait, qu'ils iront voir, c'est un peu votre grille de rémunération. On va dire si la grille de rémunération, en fait, faut pas non plus se casser les choses, donc là, se cacher vraiment les choses. Là, on est là pour être assez transparent sur le sujet. Si votre grille de rémunération est assez importante, je pense que vous allez motiver vraiment un chercheur de base, alors que si la grille de rémunération est assez est peu conséquente, au vu un peu, on va dire, de votre notoriété, de votre implantation vraiment dans le paysage, en tout cas dans votre domaine. Voilà, c'est aussi un point qui est assez important. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir maintenant commencer à recevoir vos vulnérabilités, à les trier et forcément à rémunérer derrière les chercheurs. Et surtout, le dernier point, je pense que beaucoup d'entreprises oublient, c'est que quand vous faites un programme de bug bounty, c'est qu'on doit vous remonter les vulnérabilités, donc ça c'est très bien, mais surtout derrière, il faut que vous ayez pris le temps de mobiliser des équipes pour fixer les vulnérabilités. Et beaucoup oublient un peu juste ce point-là, et finalement ça sert pas à grand-chose, et se retrouvent, on va dire, je sais pas, 6 mois après, 1 an après, soit sur d'autres pentests, et c'est exactement les mêmes vulnérabilités, voilà, éventuellement vraiment assez proches, les mêmes vulnérabilités qui vont être remontées, et éventuellement ils vont se retrouver à rouvrir un autre programme de bug bounty alors que les vulnérabilités n'ont pas été patchées. Donc vraiment ce point là, si vous l'oubliez, en fait ça sert pas à grand chose de faire du bug bounty. Là rapidement je vais vous présenter un peu quelques vulnérabilités assez marrantes ou pas, enfin chacun pourra se faire sa propre idée en prenant toujours quelques excuses de cyber-excuses. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent cyber-excuses. C'est plutôt pas mal, on va dire, j'incite fortement à aller le regarder, c'est assez marrant, c'est de vraies excuses qu'on donnait vraiment des clients lors de DIT, lors de pentest ou juste d'entretien en fait à des chercheurs ou que sais-je d'autre. Et donc là, la première dit que le niveau de sécurité était pourtant excellent. Donc celle-là, vous savez, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit que ça ne pouvait pas exister, et pourtant ça existe toujours. Le but, c'est sur une e-boutique, quand vous faites un peu vos différentes courses, vous savez, vous pouvez un peu, on va dire, sélectionner des quantités de produits entre 1 jusqu'à 10, après il y a pas mal de règles de gestion à faire derrière, et donc vu que moi je proxifie absolument tout, mais enfin, proxifier ça veut dire que je fais passer par
un proxy, et donc je réanalyse un peu toutes les vulnérabilités, toutes les requêtes qui sont passées là-dessus. Et donc là, il s'est trouvé que je me suis dit, il se passe quoi si je mets tout simplement une quantité négative? Est-ce que ça passe? Et à ma grande surprise, c'est passé. Et au moment vraiment arrivé du paiement, au lieu que ce soit moi qui... Bon, en fait, paye, c'est juste la plateforme en fait qui m'a filé de là-dessus. Donc j'ai remonté ça, c'était assez marrant. Une autre, celle-là, c'est un peu plus récent et un peu plus nouvelle. C'est ce qu'on appelle un peu plus les vulnérabilités de type SSRF. Pour faire simple, de manière générale, quand vous naviguez sur le web, vous avez une adresse IP publique et donc vous discutez avec un serveur qui a aussi une adresse IP publique. Sauf que sur celle-là, je suis parvenu à mapper l'entièreté du réseau de cette grosse entreprise-là en mappant depuis sur chaque ville et sur chaque ville concernant en fait chaque IP vraiment interne. Du coup, je pouvais un peu savoir où se trouvaient un peu les bastions de production, les bastions d'administration en fait de chaque ville. Et donc j'ai était assez sympathique celle-là, donc j'ai pu la remonter et on va dire que la cyber-excuse disait que pourtant nous avons un firewall quasi neuf. Celle-là, pour une petite parenthèse, c'est exactement ce que disait un peu le RSSI, en tout cas l'ex-RSSI de TV5 Monde, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Une autre, celle-là, assez marrante, qui est un peu, on va dire, plus dans la partie on va dire injection SQL, mais assez avancée. J'ai trouvé en fait un moyen d'exécuter des commandes SQL, mais en fait qui étaient totalement voulues. En fait, c'était une feature, mais sauf que la feature était très mal pensée par les développeurs. Et donc, je suis parvenu à ce qu'on appelle en fait depuis un moteur de recherche classique, on peut pas exécuter ce qu'on appelle des commandes, en fait, des appels système. Mais il y a une version en fait assez spécifique. Donc là, entre autres, c'est sur du MySQL. Il y a ce qu'on appelle un peu les UDF pour les User Defined Functions, qui vous permettent un peu en compilant un espèce de module de l'injecter dans le système de gestion de base de données et donc de pouvoir exécuter des commandes système depuis le moteur de jeu du coup de base de données, ce qui fait que en fait, je pouvais avoir accès à l'entièreté des fichiers. En fait, c'était un peu comme si j'étais sur le serveur et que je faisais un peu mon fameux ls, mon fameux cat etc passwd. Et la cyber-excuse que j'aime beaucoup disait qu'il ne faut pas entrer de guillemets, ça fait planter l'application. Je ne sais pas pourquoi, nous ajouterons un message pour prévenir. Totalement, c'est exactement ce que je dis aussi. Pourquoi pas. Autre chose, celle-là, c'était pour une entreprise du CAC 40 qui est jusqu'ici, somme toute, totalement normale. Eux, ils proposaient un peu, donc, en tout cas sur l'espace en fait un peu web, de pouvoir téléverser, ah oui, parce qu'en fait c'est un peu le terme français pour dire uploader, pour téléverser un peu du coup des documents, et sauf que sur les documents, après avoir, on va dire, fait pas mal, on a pas mal envoyé pas mal de requêtes, je les ai un tout petit peu analysées, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était totalement bizarre. Enfin, en fait, ça partait quand même d'un bon sentiment, mais derrière, il y avait comme un espèce de plus 5 à chaque fois, en fait, sur un espèce d'ID. Donc j'ai juste réécrit un script derrière en Python, donc qui est pris de forcer sur l'équivalent, on va dire, de 20 000 documents, et sur 20 000, en fait, requêtes, j'en ai pu en tirer l'équivalent de 5 000. Donc en fait, 5 000 où derrière, c'était vraiment des documents assez sensibles en fait où vous les déposiez sur le serveur, et après c'était en fait opéré par certains opérateurs derrière. Et donc la cyber excuse la disait non, mais même s'il est en ligne, l'URL de ce serveur n'est pas browsable. Tout ça pour dire que on peut faire pas mal de choses. C'est pas parce que on peut pas les deviner. Il y a pas mal d'outils, il y a pas mal en fait. Il suffit juste d'analyser des choses pour pouvoir les réécrire assez facilement. Et la dernière, ou l'avant-dernière, ça c'est vraiment une des choses les plus insensées sur lesquelles je suis tombé. Et jusqu'à présent, aussi bien moi que les personnes en face ne savent pas comment en fait, ça a pu arriver. Sachant quand même que cette boîte-là s'était fait auditer 2 fois, et ils avaient aussi eu ce qu'on appelle en fait un contre-audit derrière. Et donc là, la vulnérabilité, en fait, elle était toute conne, enfin, toute conne entre guillemets, parce que lorsque en fait vous essayez un peu de vous identifier en mettant un username et un password, n'importe quel password, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un fameux en fait champ qui s'appelle les CGU accepté à false. Et je me suis dit il se passe quoi si je le passe tout simplement à true et que je mette un username valide type admin, où on sait que dans quasiment 90% de toutes les applications il y a toujours un utilisateur qui s'appelait admin administrateur, voilà, ou avec un A, avec un... Et donc en mettant juste admin et derrière n'importe quoi comme mot de passe derrière, écoutez, j'étais connecté en tant qu'administrateur. Et là-dessus, la chose la plus insensée, c'est que derrière, on pouvait faire en fait il y avait une double vulnérabilité derrière. Ce qu'on pouvait faire déjà, ce qu'on appelle un user enumeration. Donc, suffisait tout simplement de lancer un peu un espèce de dictionnaire. Donc, c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui étaient valides sur cette plateforme-là, suffisait tout simplement de connaître que leur username,
de passer le CGI accepted à true et vous étiez connecté sur leur compte sans connaître leur mot de passe et puis derrière opérer totalement le système. Pour un énorme truc encore, toujours en Europe. Et celle-là, j'aime bien par contre un peu la cyber-excuse parce qu'elle a en fait il y a une petite teneur assez sociale parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du social, mais les droits d'admin sont un acquis social. Oui, absolument. Et la dernière, celle-là je l'ai trouvée à Noël dernier, c'était sur un, en fait, c'était pas du tout sur un programme de bug bounty. Je suis vraiment, je pense, comme ici, pas mal ou pas du tout. Vraiment, en fait, un peu le genre de personne à faire mes courses de Noël, je pense, limite le 24 à 20h, alors que alors qu'il faut que j'aille dîner avec toute la famille à partir de 22h. Et donc là, je me suis dit que j'allais un peu, donc j'ai fait rapidement les courses. Et comme vu que j'ai toujours un proxy qui est ouvert à côté, j'ai ouvert le proxy. Et il se trouve que là, c'était totalement délirant parce que la méthode, en fait, ce qu'on appelle en fait un HMAC, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, voilà, le montant final de votre commande était tout simplement encodé en double base 64. Et puis derrière, il y avait en fait un XOR. Donc un XOR, c'est assez facile à casser, surtout quand c'est sur un seul bit, sur un seul octet. Donc j'ai juste fait un rapide script en Python et donc j'ai trouvé la clé et au lieu en fait de payer, donc je pense que j'en avais pour 350, j'ai juste payé 1 € et le proof of concept était donc valide. Donc après Noël forcément je leur ai remonté ça et donc en fait c'est pour une banque et en 2018 on retrouve encore ce genre de choses. Mais bon depuis ils l'ont quand même fixé. Hein. Et donc rapidement pour un rétexte, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, là on se rend compte que les mœurs commencent vraiment à changer, en tout cas ici en France. On parle vraiment de plus en plus de bug bounty, aussi bien côté entreprise que côté chercheur. Il y a pas mal de compétitions qui commencent aussi à se piluler un peu partout dans le monde. J'ai eu la chance, c'était la semaine dernière, ouais, de partir à Kiev pour une compétition de bug bounty avec pas mal d'autres experts en fait, de bug hunter dans le monde. C'était très 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 sympathique. Il y a aussi un autre point assez important à prendre en compte, c'est que quand vous ouvrez un programme de bug bounty, si vous ne prenez pas les chercheurs comme étant partie, entre parenthèses, de votre équipe, vous allez juste en fait à votre part parce qu'ils seront surtout là pour vous apporter leur expertise, donc vous avez tout intérêt à collaborer avec eux. Et il n'y a pas aussi de grands secrets, il faut apprendre, il faut un peu se casser les dents, il faut avoir des succès et répéter tant qu'en fait la boucle ne sorte pas. Rester assez humble, en tout cas c'est ces côtés un peu chercheurs qu'on trouve des vulnérabilités parfois assez incrédules. Et bien entendu, je pense qu'on manque, en tout cas en France, encore de beaucoup d'événements, vraiment ce qu'on appelle un peu des on-site. Bounty Factory, entre autres, on propose, mais je pense que de manière générale, pour asseoir assez bien cette nouvelle pratique qui commence un peu à émerger, on en demande encore. Ça, c'était quelques tips et tout. Je pense que de manière générale, ça c'est plus côté chercheur, quand on commence à faire du bug bounty, si on ne sait pas écrire, on a beau être un très 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 bon dans son milieu, si on ne sait pas retranscrire, si on ne sait pas expliquer ce qu'on a trouvé, en fait, ça ne sert absolument à rien. Et donc ça, c'est juste une capture d'écran. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, je suis arrivé, j'ai eu un duplicate sur la vulnérabilité, et donc ils m'ont remercié en me disant, merci beaucoup pour cet excellent rapport. Et après, en fait, une semaine après, ils m'ont même en fait filé la moitié du bounty, tellement le rapport était bien ficelé. Autre chose, je pense que quand on commence à faire du bug bounty, le but c'est de connaître un peu mieux d'ailleurs le scope que même les personnes en face ont dû mettre, automatiser beaucoup et puis être en contact avec pas mal d'autres chercheurs. Il y avait un peu la dernière partie un peu sur un peu toute l'ouverture. Est-ce que les bug bounty peuvent remplacer les pentests? Clairement aujourd'hui la raison c'est non. J'ai eu en tout cas personnellement le cas sur des programmes sur lesquels les gars ont ouvert tout simplement leur programme de bug bounty et finalement se sont fait défoncer parce qu'ils n'étaient pas passés par des pentests et ils ont vraiment ils ont explosé leur budget où ils avaient un budget de 30K, ils ont facilement dépensé le triple. Donc je pense que c'est très 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 important, en fait c'est vraiment une dualité entre les deux. Est-ce que si je peux commencer un programme de bug bounty demain en tant qu'entreprise? Clairement non, si vous n'avez pas encore assez la maturité, si vous n'avez pas les équipes, pas du tout. Par contre si vous êtes un chercheur, c'est totalement ouvert, il suffit juste d'aller on va dire dans une différentes plateformes et puis commencer un peu vraiment à s'y accepter, à s'y essayer. Et après un autre point qui est très important, c'est un peu la partie rémunération des hackers. En fait, à quel moment on rémunère vraiment le chercheur qui a trouvé la vulnérabilité? Est-ce qu'on le rémunère lorsque la vulnérabilité est envoyée, lorsque la vulnérabilité est acceptée, lorsque la vulnérabilité est résolue? Entre ces trois steps-là, il peut y avoir pas mal de choses. Je pense que si vous voulez garder motiver vos chercheurs, plutôt les rémunérer une fois que la vulnérabilité est acceptée, en tout cas vraiment, et puis après, vous allez prendre le temps en interne pour résoudre ça, mais si vous voulez vraiment continuer à motiver vos chercheurs, je pense que le point accepté est très important, et puis après, un peu, j'en parlais tantôt, la partie un peu public-privé, ça se discute encore.
Et pour terminer un peu le fameux Closing World, je pense que les bug bounty ici en France ont encore un très brillant futur. Hélas, très peu encore de personnes qui publient un peu, en tout cas qui partagent sur leur expérience, sur les différentes vulnérabilités, parce qu'on est une fois plus, on est en France, qui a un peu une certaine culture, un peu, on va dire, du secret. Voilà, faut pas trop non plus parler. Quand on commence un peu à parler de sécu, tout le monde commence un peu à monter sur ses grands chevaux ou à être méfiant, alors qu'on a vraiment besoin de forcément en fait échanger et puis partager. Et comme dirait l'autre, sharing is caring.